À la une, l'hôtel des impôts pris pour cible par les 500 frères et des membres de Trop Violence pour dénoncer la situation du char. Ils ont érigé des barrages devant le bâtiment et se sont vus placés en garde à vue. Une mobilisation de soutien les a suivis jusque devant le commissariat de Cayenne. Reportage à suivre. Un chantier d'insertion par la CIMCO. Ce matin, les partenaires et représentants de la DIECT et de l'AGEG ont pris part à une visite de chantier des nouveaux locaux de la régie de quartier de Cayenne. Un chantier mené par des jeunes salariés en insertion professionnelle. Et puis les pompiers préparent une réforme dans les financements communaux. Les représentants du SDIS étaient reçus à la CTG cet après-midi pour travailler sur une nouvelle répartition des enveloppes dues par les communes. Dès 2018, elles seront proportionnelles. Mesdames et messieurs, bonsoir. Souvenez-vous, les 500 frères et Trop Violence avaient annoncé leur possible blocage des instances de l'État. La menace a été mise à exécution avec un barrage au centre des impôts de Cayenne ce matin. Aux alentours de 5 heures, 5 membres des deux associations disposent quelques pneus et des palettes en bois devant le bâtiment avant d'y mettre le feu. Une manifestation pour alerter sur la situation du centre hospitalier de Cayenne et soutenir l'UTG Santé en grève depuis 72 jours. Le barrage est levé quelques heures plus tard par les forces de l'ordre qui procèdent alors à des interpellations musclées. Au final, 6 manifestants, dont 5 issus des deux associations, sont placés en garde à vue pour dégradation de biens publics, entrave à la circulation et à la liberté de travailler, entre autres. Un nouveau rassemblement s'est alors formé devant le commissariat de police de Cayenne en soutien à ces derniers. Syndicats, politiques et citoyens ont montré leur solidarité dans un climat de forte tension aux portes du commissariat. Les gardes à vue ont été levés aux alentours de 13h45, mais avant cela, Jonathan Lariot était sur place. Son reportage. L'affrontement était à deux doigts de devenir réalité. D'un côté, les forces de l'ordre, de l'autre, la population venue manifester devant le commissariat de Cayenne. Lorsque les gendarmes vont nous battre. Parce qu'on ne sortira pas devant la police si on n'a pas libéré nos frères. À l'origine de cette situation, l'arrestation de 5 membres des 500 frères ce matin, dont Olivier Goudet, un des leaders du mouvement social qui a touché la Guyane pendant plus d'1 mois. Les membres du collectif manifestaient devant le centre des impôts en soutien avec les grévistes du char. Ils ont voulu nous faire sortir devant les impôts. Les 500 frères en violence, ils n'ont pas voulu. Et les gendarmes les ont tenus, les ont bousculés, ont malmené certains et les ont emmenés au poste de police. Il n'y a pas eu de justification, hein, ils les ont emmenés, ils sont partis avec eux, c'est tout. Hein. Après les interpellations, la population s'est rassemblée devant le commissariat, exigeant la libération immédiate des 500 frères. Si au début, juste une 50aine de personnes étaient présentes, le nombre de protestataires a très vite augmenté. Au total, plus de 200 personnes se tenaient devant l'hôtel de police. Justice et vous les enfermez. Libérez nos camarades, libérez nos camarades, libérez nos camarades. La nouvelle tombe, les interpellés sont officiellement en garde à vue. Cette annonce est loin de calmer la situation. La tension ne cesse de monter. Certains échanges avec les forces de l'ordre manquent plusieurs fois de déraper. Face à la pression de la population, la garde à vue est écourtée. Les 5 hommes sont alors libérés après plus de 6 heures d'attente. Les braqueurs, les voleurs sont libres et les honnêtes citoyens qui défendent l'intérêt général sont directement pris à partie par les forces de l'ordre. Ils ont justifié ça, port de cagoule et obstruction au travail. Impossibilité de circulation. La fusée, elle décolle et les Guyanais, malheureusement, restent au sol. Et cela sera effectif jusqu'à quand? À peine libérés, les manifestants se sont tout de suite dirigés vers l'agence régionale de santé afin de remettre en place leur blocage. Ils attendent de pied ferme la délégation missionnée sur place pour résoudre le cas du centre hospitalier de Cayenne. En bref, notez que l'hôpital, non pas l'hôpital, mais l'hôtel des impôts est donc resté fermé aujourd'hui. Mais vous le savez, il ne reste plus que quelques heures pour effectuer les déclarations sur le revenu 2016. C'est jusqu'à ce soir, une date limite appliquée exceptionnellement aux déclarations papier en Guyane suite aux mouvements sociaux de mars et avril dernier. C'est donc jusqu'à minuit ce soir. Ne l'oublions pas, un des porte-parole du collectif des praticiens de l'hôpital de Cayenne nous a rejoint. Bonsoir Loïc Epelboin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous faites partie du collectif donc, des praticiens du centre hospitalier. Et puis donc, ce collectif a rédigé un communiqué pour dire à son positionnement sur la mobilisation actuelle au char, plus globalement sur la situation de l'établissement de l'hôpital donc de Cayenne. Vous indiquez avoir alerté les pouvoirs publics, notamment dans un courrier en date du 28 mars
toujours sans réponse aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous pousse à sortir du silence désormais? Vous savez, les médecins sont présents depuis le début de la mobilisation. Le 24 mars, les choses ont commencé à se faire entendre plus, même si ça faisait quelques jours que ça avait commencé. Et dès la semaine d'après, les médecins ont été présents, même si on est un groupe professionnel plutôt discret. Mais on était là au moment de la manifestation dans les rues Cayenne le 28 mars, on était à Kourou. Certains d'entre nous, après avoir monté le collectif des praticiens, ont été présents à la préfecture la nuit du 1er avril aux côtés du pôle santé du collectif La Guyane pour décoller. On a été à différents moments, même la semaine dernière, certains d'entre nous étaient présents le samedi soir devant la manifestation devant le char. Donc on a été là depuis le départ, mais c'est vrai qu'on est une profession relativement discrète, on travaille dans notre coin et puis on a travaillé donc avec les membres du pôle santé du collectif pour essayer de mettre en place des groupes de travail, avancer ensemble avec des gens d'horizons très différents, des syndicats, des gens qui travaillaient à la Sécu, ceux de Kourou, ceux de Saint-Laurent, voilà, travailler ensemble pour proposer un vrai projet parce qu'on y croit tous. Hein. Et on s'aperçoit qu'on ne nous entend pas, des reproches qui fusent, vous les médecins, on ne vous entend pas, etc. Donc on s'est dit, il est temps de faire quelque chose. Le 28 mars, on était vraiment, on était plein d'espoir. On s'est dit, il se passe des choses, il faut vraiment qu'on se fasse entendre. Il faut bien qu'on montre que les différentes strates, que ça soit de la société guyanaise, des gens qui vivent ici, sont concernés, et que les gens ne s'imaginent pas en métropole que c'est des voyous, je sais pas quoi. Les médecins aussi, ils sont là, ils sont présents. Et on a fait un premier courrier le 28 mars, adressé au Premier ministre, à la ministre de la Santé de l'époque, à la ministre de l'Outre-mer de l'époque, et globalement sans réponse aujourd'hui. Sans réponse. Et même au niveau des médias, il y a eu très peu d'écho qui a été donné à ce courrier. Là, les choses évoluent. Des choses ont été décidées, pas forcément tout ce qu'on aurait voulu. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'à l'hôpital de Cayenne, et on n'est pas les seuls à le dire, la situation, c'est même pas qu'elle s'améliore pas, c'est qu'elle se dégrade de jour en jour. Alors on a voulu montrer qu'on était toujours là. Nous, on a un métier, on peut pas se mettre en grève, sinon si on arrête de travailler, les gens, ils ont plus de soins. Donc on a fait ce communiqué pour l'instant. Et on espère avoir un écho. Vous parliez de reproches, de démarches un peu à côté, qui ne se remarquent pas forcément tout le long du mouvement. Ça fait déjà 72 jours de grève pour l'UTG Santé, différents sons de cloche pour une même cause. Les 3 autres syndicats de l'hôpital ne se sont pas clairement positionnés d'ailleurs dans cette démarche. Aujourd'hui, le service de médecine a cessé le travail pour dénoncer les conditions donc, de travail pendant la grève. Et puis donc des collectifs comme le vôtre qui mènent eux aussi le combat pour l'hôpital à leur manière. Comment expliquer ces dissonances dans la démarche par rapport à cette lutte pour l'hôpital de Cayenne? Je crois qu'on veut tous bien faire. Le pôle santé, l'UTG Char, chaque individu, qu'on soit noir, blanc, jaune, jeune, vieux, qu'on soit médecin, qu'on soit aide-soignant, infirmière, ASH, les gens des cuisines, tous, on n'a qu'un seul objectif, c'est qu'on voit bien que la santé en Guyane, c'est pas ça. Et on voit bien que tous les gens que je viens de vous citer au quotidien, ils se battent pour que ça s'améliore. Mais ça ne s'améliore pas. Ensuite, il s'est passé des choses, moi je ne suis pas même d'y répondre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés sous l'aile de ce qu'on a appelé le pôle santé du collectif. Certains n'y étaient pas à ce moment-là. Les raisons, je ne les connais pas et elles ne m'intéressent pas. Maintenant, quand l'UTG Char s'est mis à manifester, s'est mis à faire la grève, on a été attentif à ce qui se passait. Est-ce qu'il y a des désaccords sur ce point? Est-ce que certains refusent le mouvement de grève finalement au sein même de l'hôpital? Disons que je ne crois pas que le mouvement a été refusé. L'UTG Char, c'est des gens, j'ai des collègues de mon service qui y sont. Ils ont même pris, certaines infirmières, certaines soignants ont pris la parole samedi soir et tout ce qu'elles disent, on le porte aussi dans notre cœur et ce qu'elles vivent. Moi, j'avais les larmes aux yeux quand l'une des infirmières qui travaille de nuit racontait ce qu'elle ressentait dans le service. Voilà, on est avec elle maintenant, que ce soit elle, que ce soit nous, on n'est pas des professionnels de la manifestation. La plupart d'entre nous, on n'est pas des syndicalistes, pas des révolutionnaires. La com, on ne connaît pas, on s'est soigné des gens et puis voilà, les choses elles s'improvisent un peu au fur et à mesure, mais c'est pas, parfois on fait des bourdes de communication, parfois on est en retard, bon, on fait un peu de notre mieux. Vous précisez en tout cas dans le document que les 60 millions d'euros promis pour l'hôpital sont insuffisants pour lui permettre de complètement se remettre en ordre de marche. Vous évoquez la création d'un bâtiment médico-technique pour renforcer notamment l'attractivité et puis l'efficacité de l'établissement, au point de dégradation quand même que connaît l'établissement aujourd'hui, n'est-ce pas, d'un nouveau bâtiment qu'il faudrait, plutôt que des unités qui se créent au fur et à mesure? Bien sûr qu'on en rêve.
bien sûr qu'on en rêve et qu'on a envie d'un nouvel hôpital avec des vraies chambres, de la climatisation pour les patients qui permettrait d'avoir des moustiques, d'avoir des vraies salles de bain avec des vraies douches, d'avoir des services de radiologie, des laboratoires aux normes comme il faut, d'avoir une réanimation qui ne soit pas sans climatisation depuis une éternité, de ne pas avoir certains services qui sont obligés de... Voilà. Bien sûr, maintenant, c'est vrai qu'on nous a tellement bercé de « soyez réalistes les enfants » que peut-être qu'on s'est fait un peu... Vous avez peur de demander plus peut-être? Non, mais on a essayé il y a quelques mois, notamment, vous vous rappelez quand le directeur précédent est parti, que l'administration provisoire est arrivée, ça a été porteur de plein d'espoir. Et là, on a eu des réunions et on s'est pris pour des révolutionnaires, on a levé le poing en disant mais créez-nous un nouvel hôpital, c'est ça qu'il nous faut. Et puis ensuite, peut-être que le principe de réalité nous a rattrapés. Et puis quand on a appris que voilà, c'était 20, 40, 60 millions qui arrivaient, enfin qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Alors en plus on nous a dit, bon, vous voulez qu'on aille construire un hôpital ailleurs alors qu'on vient de créer le pôle femmes-enfants, le fameux PFE qu'il faut mettre à flot. Voilà, c'est difficile. Bien sûr qu'on rêve d'un nouvel hôpital digne de ce nom, avec un vrai plateau technique. Alors ça, ça fait partie de nos revendications. C'est un vrai bâtiment avec un plateau technique pour la réanimation, les blocs opératoires, la radiologie, les laboratoires. Quelque chose qui puisse vraiment permettre de travailler correctement, d'attirer des collègues, d'attirer des compétences de France ou d'ailleurs, de pouvoir faire du soin, de pouvoir faire de la recherche, parce que pour faire de la recherche correctement, eh ben, il faut avoir des vraies structures en dessous. Et puis, je sais qu'un des rêves des Guyanais, et on est tous là-dessus avec eux, c'est la création du CHU. Mais vous voyez, il ne faut pas que ce CHU, ça soit une coquille vide. Il faut que derrière, il y ait des gens qui viennent, des professeurs, et qui puissent s'appuyer sur des vraies structures. Justement, vous évoquiez l'arrivée de professeurs. Vous soulevez cette question du recrutement dans votre communiqué donc, des médecins du collectif des praticiens. C'est un point assez délicat que vous évoquez, c'est-à-dire les professeurs qui viennent de l'extérieur, même hors zone Europe. Alors apparemment, ça pose problème, en tout cas vous l'évoquiez dans le document. Puis c'est aussi bien sûr cette question du recrutement, le point bloquant depuis le début du conflit entre donc les grévistes et puis l'ARS et la direction de l'établissement sur ce dernier point. Alors quel est votre point de vue à vous? Alors, il y a deux choses. D'une part, il y a le recrutement. Il faut qu'on soit attractif. Moi, j'ai du mal à parler d'attractivité. La Guyane, c'est un endroit que j'adore. Cet hôpital, je trouve qu'il y a tout à y faire. C'est un vrai challenge. Il y a quelque chose de... Enfin, voilà, c'est un challenge, mais qui n'est pas évident. Et c'est vrai qu'on veut attirer du monde. Il manque énormément de spécialités dans cet hôpital. Et il se trouve que là, on a la chance, parce qu'on a des gens très dynamiques, notamment à la tête de la commission médicale d'établissement, qui ont fait du prosélytisme pour recruter du monde. Normalement, sont en cours de recrutement d'ici la fin de l'année des spécialistes en hématologie, en rhumatologie, en neurologie. Et cela, normalement, il devrait arriver. Sauf que vous voyez où est-ce qu'ils vont arriver là en ce moment? Alors ça s'est réouvert peut-être, mais il y a 35 lits qui sont bloqués, on n'arrive pas à prendre les patients, on n'a pas assez de lits. Je veux dire, un hématologue qui arrive pour pouvoir prendre en charge leucémie, lymphome, je vous passe sur les noms barbares, il a besoin d'avoir des lits, etc. En ce moment, il y a des problèmes de paiement des fournisseurs, on n'est pas sûr d'avoir toutes les chimiothérapies. Des gens qui arrivent de métropole en voulant exercer correctement et donner les meilleurs soins, est-ce que ça ne va pas les décourager? Nous, on n'est pas découragés, les rails ne quittent pas le navire, mais les gens qui viennent d'arriver, est-ce que ça ne va pas les décourager? C'est ça qui nous fait peur. Vous attendez donc beaucoup, on imagine, de cette mission qui démarrera, en tout cas les négociations démarreront demain avec les deux techniciens mandatés par le gouvernement. Merci, Dr Epelboin, d'avoir répondu à nos questions. On rappelle donc que les négociations démarrent à 9 h demain. Et on poursuit tout de suite avec cette visite de chantier des nouveaux locaux de la régie de quartier de Cayenne. Ce matin, les partenaires de l'association, la DIECT et l'APEG, ont pu y participer. Un chantier mené par des salariés en insertion professionnelle. L'occasion pour la régie communautaire de quartier de montrer à ses financeurs le professionnalisme de ces jeunes. Reportage Charlotte Fleury. À la fin du mois, les nouveaux locaux de la régie de quartier de Cayenne devraient être prêts. Réalisé par une équipe de 8 personnes en insertion professionnelle, ce chantier a été un véritable terrain d'entraînement pour ces salariés qui viennent d'être formés. Aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est de voir un petit peu les salariés qui sont en insertion et voir un petit peu leur réalisation et voir un petit peu quelles sont leurs compétences pour vraiment montrer que le fait qu'ils soient à l'insertion n'enlèvera rien au professionnalisme qu'on leur demande. Donc ils sont chez nous pendant 1 an, 2 ans, donc c'est un temps qui est bien défini. Donc ce qui fait que c'est un sas pour justement passer dans le monde du travail, dans le secteur marchand. L'occasion pour ces salariés de découvrir de nouvelles méthodes et matériaux de construction
et notamment le placo-plâtre. La plupart n'ont jamais posé de placo-plâtre. Donc il a fallu qu'on leur dise un petit peu juste quelles sont les bases. Et puis avec ça, en fait, ils se sont débrouillés, ils se sont plantés un petit peu. On a eu quelques pertes de matériel, etc. Mais ça, c'est pas grave parce que notre métier, c'est de l'insertion. Donc du coup, ils sont là pour apprendre. Et donc du coup, voilà, ils ont bien, à la fin, quand on voit ce qu'ils ont réalisé, on se dit, c'est super. Un résultat plus que satisfaisant selon le directeur de l'association et les professionnels du métier. Sur ce qu'ils ont fait là, bien sûr, on ne peut pas être que satisfait parce que même quand les professionnels, quand il y a des réunions de chantier, les professionnels qui voient, on leur dit, ils voient le travail rendu, et ils disent, franchement, voilà, c'est du travail de professionnel. C'est pas des gens qui sont à l'insertion. Et c'est ça qui est important, c'est de dire qu'ils ont des compétences et on ne peut qu'être satisfait d'un travail comme ça avec toutes les difficultés sur un bâtiment qui n'est pas rectangulaire avec plein d'angles, etc. Mais il fallait faire des calculs, etc. Et ils ont réussi juste parce qu'ils ont envie de réussir. Et ils montrent qu'ils réussissent et qu'ils savent faire. Et ça, le plus important. Je suis plus que satisfait. Je suis vraiment fier de mon équipe parce qu'on m'a donné une équipe de jeunes très motivés, qui ont vraiment envie d'apprendre, de s'en sortir. Et avec ça, tout peut aller au mieux. On a partagé un peu. Je les ai laissés voir d'eux-mêmes aussi, parce que comme ils doivent apprendre. Et franchement, ils sont très compréhensibles, ils apprennent rapidement, donc ça a été facile. La régie de quartier de Cayenne a également 2 autres ateliers de chantier d'insertion, un dans l'action de proximité et un autre dans les travaux paysagers. Tout autre chose, le palais de justice de Fort-de-France accueillait aujourd'hui l'audience à huis clos du quotidien France-Antilles. Les 300 salariés de la structure répartis entre Martinique, Guadeloupe et Guyane attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Les 2 repreneurs potentiels ont présenté leur projet devant une grande partie des journalistes. Le tribunal doit rendre sa décision le 13 juin, mais en attendant, beaucoup de questions restent en suspens. Voyez plutôt la réaction d'un des représentants du personnel. Les salariés sont rassurés par rapport au fait de reprendre 100% des effectifs, mais ils sont quand même inquiets aussi pour leurs acquis, pour leurs congés payés et pour la pérennité de l'entreprise parce que c'est un projet quand même qui est très volontariste sur l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc on parie beaucoup sur l'avenir, donc il y a quand même des incertitudes. Par rapport à l'offre de Chitry, donc de Marc Lofer, ce que nous craignons, c'est la poursuite de l'activité avec la suppression des postes. On ne peut pas supprimer des postes et maintenir l'activité comme elle est actuellement. Donc c'est sous cette problématique d'effectifs qu'on a des réserves. Après, celle de l'offer, elle paraît, au niveau du business plan, elle paraît tenir la route aussi. Parce que lui, il mise plus sur une maîtrise des charges et une maîtrise du chiffre d'affaires. Alors que l'autre offre voit plus une augmentation exponentielle du chiffre d'affaires. C'est un événement très rare en Guyane. Un tremblement de terre a touché le territoire la semaine dernière et réveillé une partie des habitants des communes du littoral. Selon les spécialistes basés en Martinique, le séisme serait dû à des dépôts de sédiments dans les fonds marins du plateau des Guyanes. L'événement est toujours en cours d'étude par les scientifiques. Quelques précisions avec Jean-Marc Tabreu. C'est l'Observatoire sismique et vulcanologique de Martinique qui coordonne les recherches sur le tremblement de terre ressenti en Guyane le 31 mai dernier. 3,8 sur l'échelle de Richter, épicentre situé au large de Kourou. Ce sont les premiers résultats obtenus grâce à l'analyse de plusieurs sismographes situés sur le continent sud-américain et aux Antilles. Avec ce type de signal, on a pu déterminer approximativement la localisation du séisme et sa magnitude. La difficulté, c'était d'avoir beaucoup plus de données, puisqu'avec une seule station, c'est très compliqué de déterminer exactement la position du séisme. L'Observatoire de la Martinique s'appuie sur son réseau mondial pour caractériser le séisme. Un appareil de mesure est bien présent en Guyane, installé au Centre spatial guyanais, mais à lui seul, il ne permet pas une analyse fine de l'événement. L'équipe de l'Institut de physique du globe de Paris a fait une première détermination de la position à partir de la station qui est en Guyane et est arrivée à un séisme superficiel de magnitude de l'ordre de 3,5 avec juste la donnée d'une station. Ils nous ont envoyé l'information à l'observatoire et donc nous après on a travaillé pour rapatrier
manuellement, on va dire, des données de stations voisines. Donc au Venezuela, on a pris une station de Martinique parce que ça nous simplifiait la vie, au Venezuela, au Pérou et au Brésil. En gris sur l'échelle des risques sismiques, quand la Martinique est en rouge, la Guyane est loin d'être considérée comme une zone dangereuse. Mais ces dernières années, 2 tremblements de terre ressentis ont été répertoriés. 5,2 sur l'échelle de Richter en 2006, 5,1 en 2008. Mais pour cette scientifique, la Guyane devrait rester épargnée par les séismes majeurs. Les grands séismes sont liés aux grandes frontières de plaques. Donc la Guyane est assez loin d'une grande frontière de plaques. Donc effectivement, la forte sismicité telle qu'on la connaît dans les Antilles françaises, elle ne peut pas se produire en Guyane. Après, il y a des volcans. De la même manière, vous n'avez pas beaucoup de volcans, voire pas de volcans. Et en fait, reste un risque qui est un peu moindre, qui est beaucoup moindre qu'ici, mais qui est le risque que tous les habitants de bord de mer peuvent être amenés à vivre un jour, c'est le risque de tsunami. Ça reste, puisque les tsunamis sont capables de se propager à travers des océans complets. Un appel à témoins a été lancé sur franceséisme.fr. Déjà une quinzaine de personnes ont fait part de leur ressenti et aideront ainsi les sismologues à mieux décrire le phénomène naturel. Retour chez nous, les représentants du SDIS Guyane étaient reçus cet après-midi à la CTG pour aborder sa situation financière et revenir sur la question délicate des contributions communales, ces enveloppes dédiées chaque année au service départemental d'incendie et de secours. Pour les représentants du SDIS, elles ne sont pas réparties de manière équitable. Une réforme est donc attendue et étudiée. Désormais, ces enveloppes seront déterminées proportionnellement au nombre d'habitants, de casernes et de pompiers. Rodolphe Alexandre a par ailleurs annoncé la construction d'une caserne à Grand-Santi d'ici fin 2018 et qui sera financée sur le plan pluriannuel d'investissement. On l'écoute. Aujourd'hui, il y a une loi qui permet donc de modifier à nouveau la contribution financière de chacune des communes. Donc il faudra qu'on mette en place cette loi, mais je souhaite dans la plus grande démocratie de voir avec tous les maires le mode de répartition et là de mettre en place des ratios nouveaux. Comme je viens de nous dire, ratio sur la population, ratio sur les casernes, ratio sur la garde, ratio sur les sapeurs-pompiers professionnels. Dans chacune des communes, nous avons encore des communes qui payent la contribution et qui n'ont pas le service. Donc tout ça doit permettre peut-être de diminuer pour certaines communes, comme Cayenne par exemple, et d'augmenter pour d'autres. Maintenant, il faudra l'étudier avec les services financiers, moduler encore la grille des ratios pour que demain, chaque UANEP puisse se reconnaître à travers l'intervention d'un sapeur-pompier. Et donc ainsi définir une contribution financière pour chacune des communes au niveau du SDIS, en sachant que la CTG occupera toujours son poste, on va dire, d'intervention sur la centralité, sur les investissements. Si on arrive à permettre une meilleure équité au niveau des communes, ça nous permettra de dégager peut-être des fonds pour se lancer sur l'investissement, donner à chacune des communes leur caserne et mettre en place les sapeurs-pompiers ou les sapeurs-pompiers volontaires. Et je pense qu'aujourd'hui, les maires présents ou les directeurs ou les adjoints ont pu comprendre cette volonté que nous avons de partager aujourd'hui un véritable schéma de contribution financière qui sera en plus modulé sur l'inflation et qui donnera une meilleure contribution sécuritaire au niveau donc du financement des sapeurs-pompiers de Guyane. Alors si les maires sont d'accord, on pourrait le faire très rapidement pour 2018. Si les maires souhaitent qu'on garde encore le statu quo, on va encore prolonger, mais en tout cas le débat est ouvert maintenant. Grand-Santi, nous l'avions déjà abordé avec le maire. Aujourd'hui, je vais leur remettre la lettre d'intention, mais d'engagement, qui permet de figer le financement d'une caserne des sapeurs-pompiers à Grand-Santi dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement. Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés avec tout d'abord l'hôtel des impôts pris pour cible par les 500 frères et des membres de Trop Violence pour dénoncer la situation du char. Ils ont érigé des barrages devant le bâtiment et se sont vus placés en garde à vue. Une mobilisation de soutien les a suivis jusque devant le commissariat de Cayenne. Un chantier d'insertion ce soir. Depuis donc ce matin, les partenaires et représentants de la DIECT et de l'AGEG ont pris part à une visite du chantier des nouveaux locaux de la régie de quartier de Cayenne. Un chantier mené par des jeunes salariés
salariés en insertion professionnelle. Et puis les pompiers préparent une réforme dans le financement des communes. Les représentants du SDIS étaient reçus à la CTG cet après-midi pour travailler sur une nouvelle répartition des enveloppes dues par les communes dès 2018. Elles seront proportionnelles. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas, le 20h de TF1, ce sera juste après la météo. Excellente soirée à vous, à demain.